À Planète Terre, cette semaine, une émission très spéciale. Nous allons avoir une longue entrevue avec Lionel Jospin, l'ancien premier ministre français, qui était avec nous pour le 5e anniversaire du Cerium et qui a livré une conférence lumineuse sur les causes, les leçons de la crise et ce qu'il faut faire pour en sortir. Nous allons en discuter longuement avec lui. Éric Monti, le directeur scientifique du Cerium, va m'aider à questionner Lionel Jospin. Mais d'abord, les 100 jours d'Obama. Oui, ça fait déjà 100 jours. Comment peut-on tirer un bilan de ces 100 jours? Nous le ferons avec Pierre Martin, politologue, directeur de la chaire d'études politiques et économiques américaines. Et nous allons aussi parler spécifiquement de sa performance lors du Sommet des Amériques avec l'anthropologue Jorge Pantaleón. Alors, dans un instant, derrière le bruit, derrière l'actualité, les 100 jours d'Obama. Ensuite, Lionel Jospin. Les 100 jours de Barack Obama, vous direz quoi, déjà 100 jours ou quoi, seulement 100 jours, puisqu'il semble qu'il a fait beaucoup de choses depuis qu'il est arrivé et même un peu avant. En fait, les éditeurs du Courrier international ont titré en première page cette semaine Barack Obama, l'hyper-président, le vrai. Le vrai parce qu'on a dit depuis le début que Nicolas Sarkozy était un hyper-président, le président de la France, mais c'est plutôt pour son hyper-activité que pour ses hyper-résultats. Alors, est-ce qu'il y a effectivement des hyper-résultats après 100 jours? Nous en discutons aujourd'hui avec Pierre Martin. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Pierre Martin est professeur de sciences politiques. Il est directeur de la chaire d'études politiques et économiques américaines. Votre dernier ouvrage paru est en fait un certain nombre de textes qui sont issus du grand colloque, les enjeux et les défis du prochain président que vous avez organisé avec le Cerium en octobre dernier. Et ces textes sont publiés dans la dernière édition du International Journal du Canadian International Council. Et pour nous parler en particulier de l'action de Barack Obama face à l'Amérique latine, notre second invité, Jorge Pantaleón. Jorge, bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Jorge est professeur d'anthropologie, spécialiste d'anthropologie économique et de l'Amérique latine. Sa dernière publication, À la mesure d'une nation, croyances économiques et statistiques en Argentine, ça vient de paraître aux éditions Almagen à Buenos Aires. Bon, on va partir du particulier, puis ensuite on va aller au général. Donc, Jorge, la dernière en série de prestations internationales de Barack Obama, ça a été la rencontre à Trinidad et Tobago avec tous les leaders d'Amérique latine. On a beaucoup analysé ça, mais j'aimerais qu'on le prenne du point de vue des Latino-Américains. Alors, quelles étaient leurs attentes et est-ce qu'elles ont été satisfaites? Oui, il faut en principe faire un petit historique de ce type de rencontre, le Sommet des Amériques. C'est la 5e fois que se produit, cette fois à Trinidad-Tobago. Si on analyse l'évolution de ces 5 rencontres, la première c'était au Chili en 1994, dans laquelle il y avait le lancement avec Clinton. C'était un peu le début de le lancement aussi de l'ALCA, l'idée de l'ALCA. Alors on avait, oui, qu'on appelle la ZLEA, donc la zone de libre-échange des Amériques. Exactement. Ah. Et aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui s'est passé durant ces 15 années. L'émergence de nouvelles forces de gauche en Amérique latine, soit modérées ou plus radicales quand même, qui aujourd'hui c'est vraiment rempli, on dirait, la carte de l'Amérique latine, sauf la Colombie et le Mexique. Et maintenant, on voit un peu le rôle et les acteurs qui sont changés. C'est pas seulement les États-Unis, sinon que aussi les acteurs qui font maintenant les types de demandes. Alors, entre autres, c'est pour ça qu'on peut expliquer un peu ce parcours assez intéressant entre le lancement en 1994 de l'ALCA aujourd'hui à discuter la question de Cuba. Alors, parce que, donc, il y a 15 ans, les gens qui étaient autour de la table n'étaient pas du tout intéressés, enfin, pour la plupart, étaient plutôt conservateurs. Et là, on a plutôt des gens qui sont, que ce soit Lula, évidemment Chavez, un certain nombre d'autres, d'une autre tendance et plus proche des Cubains. Oui. Et la question plus intéressante aussi, du point de vue nord-américain, le changement de politique, il y a la première fois qu'il y a plus, on dirait, une entente sur la possibilité d'être plus, on dirait, modéré dans le sens de la part de la politique nord-américaine envers Cuba, surtout la question de l'embargo et l'incorporation de Cuba, c'est les 35 pays dans lesquels doit participer dans l'Organisation des États américains et dans lesquels l'unique pays qui ne participe pas, c'est justement Cuba. Alors ces deux choses-là, le noyau dur de la négociation, c'était l'incorporation de Cuba
depuis 62, c'était exclu. Et l'autre, c'est l'embargo. Certainement, il n'y a eu pas nécessairement un grand avancement en termes de une parole déjà dite de la part d'Obama, mais au moins, il y a 2 ou 3 mesures comme la question de la migration, la possibilité de se rendre à Cuba pour les Cubano-américains, et l'autre, c'est le transfert de l'argent, la possibilité de faire le transfert de l'argent. Donc, on voit qu'il y a un dégel bilatéral entre Cuba et les États-Unis qui aurait eu lieu avec ou sans la rencontre des Amériques. Mais pourquoi est-ce que cette question cubaine, alors qu'il y a tellement de problèmes en Amérique latine, pourquoi est-ce qu'elle est le centre de l'attention et est-ce qu'elle symbolise quelque chose pour les Argentins, les Chiliens, les Péruviens? Je crois que c'est une opinion personnelle. Il y a derrière, on dirait, du symbole de Cuba, il y a un rapport de force. L'idée que c'est qui va négocier, c'est les rapports de force entre ces 2 morceaux, on dirait, de la carte américaine. Le premier, c'est les États-Unis, et l'autre, justement, c'est le reste de l'Amérique latine. Alors, ce n'est pas nécessairement Cuba en soi-même. Et maintenant, je crois que de façon intelligente, Obama a désamorcé un peu le discours virulent qu'il y avait Chavez, surtout, le bloc plus radical. Chavez, la Bolivie aussi, avec Evo Morales. Pour dire, bon, le premier élément de chevaux des batailles, c'était le Cuba de l'incorporation. Maintenant, on dit, bon, voilà, on peut discuter ça, que ce n'était pas absolument le cas pour l'étape Bush. Alors, ces 2, on dirait, l'idée du démon, c'est bien justement Est-ce qu'on peut dire que pour beaucoup de Latino-Américains, surtout de gauche, l'interventionnisme américain, bon, que ce soit l'aide au coup d'État au Chili, et puis on pourrait, la liste serait longue, en fait, le symbole, c'est Cuba. Et tant qu'il y a Cuba, tant qu'il y a l'embargo, tant qu'il y a l'intransigeance américaine, ça alimente le ressentiment et l'anti-américanisme. Et que donc, de désamorcer Cuba, c'est faire baisser l'anti-américanisme en Amérique latine? Oui, entre autres. Et aussi, on voit qu'en termes de négociations, il y a maintenant, c'est plus complexe. Il y a des acteurs qui sont des intérêts assez semblables, comme par exemple Brésil et les États-Unis avec la question des agrocarburants. Alors, il y a des autres intérêts croissants, les États-Unis et le Mexique, qui viennent d'avoir une autre réunion précédente à Monterrey, dans laquelle la question de la sécurité, les drogues et tout cela, c'est aussi, il y a comme des noyaux, des négociations assez importantes bilatéraux. Alors, dans ce sens-là, il y a des avancements et ce qui reste, on dirait, c'est Cuba un peu comme le symbole, mais il y a des autres choses assez plus intéressantes. Très bien. Donc, est-ce que vous avez partagé l'avis de plusieurs commentateurs nord-américains en disant que c'est un succès diplomatique pour Obama, et est-ce que vos collègues latino-américains pensent la même chose ou ont des bémols? Dans ce sens, bon, il y a un échange. L'idée qu'on peut nommer Cuba, est-ce qu'il y a la possibilité de l'ouverture, dans ce sens, c'est un succès. L'idée qu'on peut transformer ça en des faisons diplomatiques, et même il y a une division aussi entre... c'est un succès, on dirait, pour Obama, dans le sens qu'il y a un partage même entre Fidel Castro et Raúl Castro. Alors, même le lendemain, Fidel Castro dit, mon frère, c'est pas nécessairement les choses qu'il voulait dire face à l'échange assez... chaleureux entre Hillary Clinton et lui. Alors, dans ce sens-là, il y a l'ouverture de la possibilité que ce n'est pas tellement monolithique l'opinion à Cuba. Sans que Raúl Castro est plus proche de l'ouverture face aux États-Unis que Fidel. Bon, alors ça, c'est un dossier à suivre, de voir avec quelle vitesse il y aura ce dégel. Maintenant, c'est une toute petite partie de tout ce qu'il y a sur la table de Barack Obama. Pierre-Martin, vous avez la tâche plus lourde d'essayer de tirer un bilan des 100 jours. Alors, commençons par, évidemment, sa principale tâche, l'économie. La question qui était posée, c'est, évidemment, ce n'est pas sa crise. Il essaie de la régler. À partir d'un certain point, s'il ne la règle pas, ça devient sa crise, parce qu'il a les 2 mains dans la pâte économique depuis qu'il est arrivé. Effectivement. Je pense que les Américains ont encore l'indulgence, ils lui donnent encore l'indulgence de reconnaître que ce n'est pas sa crise et lui font confiance. Et ils n'ont pas encore retiré cette confiance-là. Et ils sont encore patients. Et donc, c'est ce que tous les sondages d'opinion montrent. Et même les commentateurs, sauf les plus bornés et hermétiques à la droite, lui reconnaissent ça. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on accumule, on va passer de 100 à 200 à 300 jours, bien, toutes ces actions vont être évaluées et on va s'attendre à ce qu'il y ait des résultats. C'est malheureusement la tendance en économie depuis quelques années. On veut des résultats à tous les trimestres. Oui. Donc, bientôt, ce sera les trimestres de Barack Obama. Oui. Et puis, en fait, on en parle peu à l'extérieur, mais le compte à rebours est commencé pour la prochaine échéance électorale, qui sont les élections de mi-mandat.
qui ne sont que en novembre de l'an prochain, non? Dans ce sens-là, les choses vont plutôt bien du point de vue des démocrates. Il y a une grande désorganisation du côté républicain. On assiste à un recul vers le noyau dur du parti qui radicalise le discours des républicains. C'est-à-dire que moins il y a de républicains, plus les républicains qui restent sont crispés contre Obama. Exactement, contre Obama et contre tout ce qui est à gauche de la droite. Donc, il y a une radicalisation du Parti républicain qui le rend de plus en plus, qui en fait un repoussoir des électeurs indépendants, qui sont ceux qui décident des élections. Et évidemment, les prochaines élections vont être cruciales dans le sens où si quelques sénateurs basculent du côté démocrate, on aura la majorité de... vous voulez dire les démocrates? Du point de vue des démocrates, oui. de leur point de vue, ils auront la suffisante pour éviter cette minorité de blocage de 40 sénateurs républicains. Parce que pour l'instant, les réformes ont de la difficulté à passer au Sénat parce qu'il faut 60% des votes pour empêcher un blocage. Il faut 60 votes. 60 sur les 100 sénateurs. C'est ça. Et c'est ce qui m'amène à dire que sur des dossiers comme la santé, par exemple, sur des dossiers comme l'environnement, sur des dossiers, donc, où ce serait demander un effort surhumain à quiconque porte une carte du Parti républicain que d'appuyer un tel virage. Il va fort probablement falloir attendre. Les élections de novembre. Les élections de novembre 2010. Et donc la prochaine... Donc, c'est deux grands dossiers. Donc, il y a effectivement déjà des propositions pour la grande réforme de la santé. Donc, on sait qu'il y a 7 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture. 47 millions. Sur 47 millions, oui, tout à fait. 7%, 47 millions. Et, bien évidemment, les États-Unis ont, pour ainsi dire, pas de programme de réduction des gaz à effet de serre. Il y en a dans les États, mais au niveau national, George Bush n'avait presque rien fait. Et donc, ce sont des deux grands dossiers qui commencent à percoler. Mais selon vous, c'est impossible de les faire voter par le Sénat actuel. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent avancer. Je pense qu'en environnement, notamment, l'Agence de protection de l'environnement, tout récemment, a adopté une réglementation vraiment importante qui reconnaît le danger du dioxyde de carbone comme étant néfaste pour la santé. Maintenant, ça nous paraît... c'est un grand pas en avant parce que ça permet de prendre des actions sans passer par des actions réglementaires. Oui. Donc, c'est des actions vraiment qui sont purement exécutives. Par contre, lorsqu'il sera le temps de créer une taxe sur le carbone ou toute autre initiative de ce genre, là, c'est le Congrès qui va devoir décider. Et les beaux discours de Barack Obama ont beau être très, très mobilisateurs, il ne va pas mobiliser de républicains dans ce sens-là. Ça ne sera pas possible. C'est ça. Alors, il va à la limite de sa capacité de conviction parce que, donc, c'est un genre de cercle vicieux. Il lui manque 3 sénateurs pour passer ses réformes. Encore faut-il qu'il convainque tous ces démocrates, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, mais enfin. Et s'il y a des républicains qui décident, pour le bien public, de faire passer ces réformes, ils seront probablement remplacés au sein de leur propre parti par des candidats plus durs. Probablement immolés par leur propre parti, mais remplacer est un terme peut-être plus juste. Mais je pense qu'il y a il y a aussi des résistances à l'intérieur du Parti démocrate. Il faut s'entendre, par exemple, quand on parle de taxes sur le carbone, je pense qu'il y a une certaine expérience qui a été faite dans un parti du centre, plus près de nous, au nord des États-Unis. C'est pas facile c'est très difficile à vendre. Pierre Martin, on vous a demandé de choisir la plage musicale qui illustre notre propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Alors, j'ai choisi, je me suis dit, bon, Barack Obama, il faut quand même lui rendre hommage en allant à Chicago, trouver la musique de Chicago. Puis ça permet aussi de faire connaître la musique de ma ville adoptive aux États-Unis où j'ai passé 5 ans il y a déjà un bout de temps. Comme on est en crise, il faut absolument que ce soit du blues. Ah, bien sûr. Une pièce qui s'intitule Hard Times. Hard Times, temps difficile. Qui nous donne quelques petites leçons sur comment passer à travers des... Mais c'est aussi de la très bonne musique. Alors, très bien. Alors, Jorge Pantaleon, anthropologue, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pierre Martin, politologue également. Et on écoute, grâce à vous, A.C. Reed and the Spark Plugs, interprété Hard Times.
Time getting harder every day. Lord, hard time getting harder every day. Nous sommes de retour à Planète Terre cette semaine. On vous l'a dit, on a le privilège de recevoir un invité de marque, l'ancien premier ministre français Lionel Jospin, qui était notre invité et qui nous a fait le plaisir de célébrer avec nous le 5e anniversaire du Cerium, le 20 avril, et de nous exposer ses leçons, son diagnostic, et les leçons qu'il tire de la crise économique actuelle et qui a été présent, vous l'avez vu, sur des antennes et dans un certain nombre d'activités que nous avons organisées autour de sa présence. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Lionel Jospin. Avec plaisir. Alors, pour m'aider à poser des questions à notre invité, Éric Monti, professeur en sciences politiques, directeur scientifique du Cerium et directeur du Centre de recherche sur les politiques et le développement social. Éric, votre dernier ouvrage paru est de la réingénierie à la modernisation de l'État aux presses de l'Université Laval. Ça vient tout juste de sortir des presses avec vos collègues Christian Rouillard de l'Université de Montréal, Alain G. Gagnon de l'UQAM et Isabelle Fortier de l'ENAP. Quant à vous, M. Jospin, votre production littéraire n'est qu'une des facettes de votre action publique, mais je signalerai que votre avant-dernier livre qui fait le tour de votre pensée sur le monde, puisque c'est le titre, Le monde tel que je le vois, est toujours disponible en librairie, c'est à Gallimard. Et plus récemment, après la campagne présidentielle, vous avez écrit L'Impasse sur votre analyse de ce qui s'est produit à la campagne présidentielle qui a opposé Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Bon, mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Nous allons parler donc de la crise. Et nous avons parlé à cette émission récemment du G20, de ses décisions, de son action et de son impact. Et dans la conférence que vous nous avez offerte, vous avez donné un certain nombre de certificats de sheet, enfin pas de certificats de sheet, mais de bonnes notes au G20, mais vous avez considéré que sur plusieurs points importants, pour ne pas dire essentiels, l'action des 20 chefs d'État et de gouvernement n'était pas suffisante, du moins à ce stade, et j'aimerais qu'on passe un peu en revue les conseils, finalement, que vous leur donnez pour la suite, si on peut appeler ça ainsi, et par exemple, sur un sujet qui intéresse beaucoup les Québécois et les Canadiens, les paradis fiscaux. Pourquoi pensez-vous qu'ils ne sont pas allés jusqu'au cœur du problème? Alors d'abord, disons que je ne note pas. Je ne suis plus professeur, je ne suis pas professeur, et je me permettrai à peine de donner des conseils aux dirigeants des 20 principales puissances économiques de la planète. Je réagis en tant que citoyen, en tant qu'homme qui a eu des responsabilités, aux résultats d'un sommet très important tel qu'on nous le présente. Effectivement, je dis que le fait de réunir un G20 à la place d'un G8, qui était un club plus étroit, plus homogène, de puissance très développée, pour réunir une plus grande diversité d'acteurs économiques est une chose positive. Et que la volonté de régulation, d'une part, de coopération dans la réaction à la crise par la relance sans protectionnisme paraissent être des pas positifs en avant. Et parmi d'autres pas, je dis, il y a, semble-t-il, une volonté de toucher au problème des paradis fiscaux et des fonds spéculatifs. Mais, et je viens là directement à votre question, pour ce qui concerne ce premier sujet des paradis fiscaux, je trouve que après une crise d'une telle importance, d'une telle gravité, dont les conséquences se font sentir pour des dizaines et des dizaines de millions de personnes, chômage augmentant, précarité augmentant, salaire contenu, perte de pouvoir d'achat, les mesures sont d'une timidité extrêmement inquiétante. Parce que qu'est-ce qu'a décidé le G20, d'après ce que j'ai compris? D'abord, même pas d'établir sa propre liste, il s'est contenté de prendre la liste de l'OCDE. Et puis de dire que ces paradis fiscaux, si on leur présentait des enquêtes administratives ou judiciaires, devraient répondre. Encore faut-il qu'on leur en propose. Et pratiquement, c'est tout. C'est-à-dire que ce que je pense, moi, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait sur la planète des paradis fiscaux à l'intérieur desquels il y a un secret bancaire qui règne, on tourne la fiscalité des grands États et dans lesquels nos grandes institutions financières et nos grandes entreprises placent des capitaux qui sont souvent placés sur
les fonds spéculatifs, puisque 2/3 des fonds spéculatifs sont dans les paradis fiscaux. Voilà. Alors donc, dans le diagnostic, vous dites... Et bien, je pense personnellement qu'après une crise d'une telle importance, et ces lieux étant des lieux de détournement civique, dans lequel on organise l'évasion fiscale, par exemple, je trouve que l'objectif, peut-être pas d'un trait de plume, mais l'objectif à moyen terme devrait être la suppression des paradis fiscaux. Qu'est-ce qui, d'après vous, retient les États d'au moins indiquer que c'est leur volonté à moyen terme? D'abord parce qu'une bonne partie des puissances qui sont représentées au G20 ont chacune leurs paradis fiscaux. La Chine, Macao, la Grande-Bretagne, Jersey, France, Monaco, et ainsi de suite. Et les États-Unis aussi, qui en ont parfois y compris dans leurs propres États. Mais en même temps, ces paradis fiscaux ne sont en aucune façon capables de résister à une décision collective des grandes puissances dont je parle, qui diraient il n'y a plus de paradis fiscaux. Vous imaginez les îles Vierges résister aux États-Unis? C'est une plaisanterie. Donc, ça m'a beaucoup préoccupé et donc je souhaiterais que l'objectif soit la disparition des paradis fiscaux. Les entreprises, elles exercent leur activité, les banques, elles exercent leur activité de prêts et d'emprunts, les institutions financières, dans des pays qui ont des fiscalités. Si on veut harmoniser ces fiscalités, harmonisons-les. Il n'y a aucune raison qu'elles aillent se dissimuler dans des territoires particuliers pour échapper au contrôle. Des centaines de millions de citoyens à l'échelle internationale vont payer pour les conséquences de la crise. Ils vont le payer soit sous forme d'impôts immédiatement, soit plus vraisemblablement sous forme d'une dette qui va peser sur les budgets de l'État. Eux, ils vont payer. Ils vont payer directement pour une crise qu'ils n'ont en aucun cas provoquée. Et on va continuer à laisser un certain nombre de grandes forces financières faire de l'incivisme, faire de la dissimulation. Non. Donc je souhaiterais qu'on aille plus loin. Bon, très bien. Donc on voit bien votre préoccupation pour les paradis fiscaux et on la comprend. Et, les fonds spéculatifs vont s'y réfugier. Mais même là, sur la question des fonds spéculatifs, vous avez expliqué que, à travers les années, les récentes décennies, le rapport du volume financier par rapport à l'économie réelle avait atteint un écart très, très considérable de 30, puis 40 et 50 pour 1, ce qui est incroyable. Et vous trouvez aussi que le G20 est trop timide pour essayer de limiter l'action future de ces fonds spéculatifs. Au moins, il y a une chose positive, c'est qu'on cible ces questions. Il est vrai que ces hedge funds, ces fonds spéculatifs ont été responsables de pertes de ressources considérables, ont abouti à des faillites, ont mis en péril des institutions financières très importantes. Et donc, c'est bien déjà de les cibler, clairement. Mais d'après ce que j'ai compris, le sommet, enfin j'ai lu les communiqués, après c'est aussi des problèmes de mise en œuvre, peut-être sera-t-on plus précis, plus exigeant, nous verrons. Mais de ce que j'ai lu, on s'intéresse essentiellement à ce qu'on appelle les fonds spéculatifs systémiques. Systémiques, ça veut dire ceux qui sont suffisamment importants, j'imagine, ou dangereux, pour mettre en péril le système lui-même. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à l'avance qu'est-ce qui est systémique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et que donc, là aussi, je pense qu'il faut réintégrer dans... Il y a des phrases qui sont fortes dans le communiqué. Il faudrait leur donner un contenu. Il y a une phrase, par exemple, qui est « L'ère du secret bancaire est révolue ». Ça, c'est net. C'est net. Oui. Donc, si l'ère du secret bancaire est révolue, l'ère des paradis fiscaux doit être révolue. Il y a une autre phrase, je ne la cite que de mémoire, où on dit « Tous les instruments de crédit, les institutions devront maintenant être examinés et contrôlés ». Je ne retrouve pas la phrase exacte, je n'ai pas pris là le communiqué avec moi. Bien, si c'est le cas, on doit contrôler, réguler, réintégrer dans les normes financières normales ces fonds spéculatifs qui, par définition, contribuent à ce gonflement de la sphère financière, oui, qui est aujourd'hui 50 fois plus importante que le produit réel, que les échanges de biens et services, ce qui est absurde. Qu'il faille des capitaux pour financer la production, les investissements, l'épargne, les prêts, les échanges extérieurs, oui, mais pas dans un rapport de 50 à 1. Parce que qui aurait pu dire à l'avance que
le nouveau directeur de la section de la couverture de risque de la grande compagnie d'assurance Bear Stearns allait à lui seul inventer une nouvelle procédure financière qui allait créer, comme l'a dit un commentateur, un trou dans l'univers. Alors, qui aurait pu dire au début que c'était systémique? Donc, le fait de restreindre, dites-vous, nous empêcherait d'être avoir un peigne assez fin pour voir à l'avance les perturbations qui s'en viennent. Ensuite, dans la suite des insuffisances que vous voyez, j'ai noté le déséquilibre dont on vient parler entre la finance et l'économie réelle et ce qui l'alimente, la spéculation. Et vous trouvez que la spéculation elle-même n'est pas assez ciblée et qu'on a le risque finalement, d'une certaine façon, de se résigner à cette spéculation en l'état et donc de revenir à la situation qui a créé la crise que nous vivons. D'où est venue cette spéculation? Elle est venue sans doute de l'attitude d'un certain nombre d'agents financiers qui ont tendu à sous-estimer totalement le risque. C'est-à-dire à penser qu'on pouvait à la fois promettre des rémunérations très importantes et prétendre que c'était sans risque, ce qui est absurde. Plus une rémunération offerte est importante, plus on doit normalement se dire que le risque est lui-même important. Sinon, ça n'aurait pas de sens de prendre des risques. Donc ça, c'est le comportement des acteurs. Mais je crois qu'il y a deux éléments essentiels qui ont expliqué ce gonflement de la sphère financière. Le premier, c'est la fin de la stabilité des monnaies. Jusqu'en 1971, les monnaies étaient dites à parité fixe, c'est-à-dire qu'elles avaient des rapports stables entre elles. La suppression de la convertibilité du dollar en or a entraîné l'explosion du système monétaire hérité des accords de Bretton Woods en 1944, tirant les leçons de la crise et voulant instaurer un ordre monétaire stable, en supprimant les parités fixes et en introduisant une flottaison constante, une fluctuation permanente des monnaies. Du coup, les grandes entreprises, pour être concret, par exemple, Airbus. Airbus fabrique des avions. Il faut 10 ans pour fabriquer un long courrier. Et au moment où on le fabrique, on ne sait pas quel va être le cours du dollar au moment où on va vendre cet Airbus. Alors les entreprises cherchent à se couvrir à terme, comme on dit. Couvrir leurs risques, faire en sorte avec un outil financier de ne pas perdre si la devise fluctue. Les institutions financières leur ont offert, puisqu'il y avait instabilité des monnaies, leur ont offert une garantie contre les risques monétaires. Mais de la garantie à terme, on est passé à la spéculation pure et simple. Donc, il y a une spéculation sur les monnaies, c'est ce qui explique l'énormité des transactions sur les marchés d'échange. Pour y répondre, il faudra à terme revenir vers une certaine stabilité des monnaies. Bon, alors, on a parlé de l'euro, par exemple. On a parlé de l'euro dans un colloque. Oui. Et ici même, à Montréal, et on a montré que le fait d'avoir 16 pays européens partageant une monnaie les avait protégés de la crise monétaire. Que s'il n'y avait pas eu cette monnaie commune, certains auraient dû dévaluer, d'autres peut-être réévaluer leur monnaie. Et donc c'est un élément. Auraient utilisé ces écarts. Les spéculateurs n'ont pas pu spéculer puisqu'il n'y avait pas de différence entre la pesetas, le franc français et le mark, puisqu'ils avaient une monnaie commune. Donc on voit comment la stabilité des monnaies contribue à restaurer de l'ordre. Mais vous ne proposez pas d'aller à une monnaie commune internationale, ce qui serait un peu illusoire, mais comment arriver à une formule qui écarte la spéculation? Eh bien, déjà, il faut poser le problème. Et je pense que les Chinois ont été pertinents en le posant à la veille du G20. Alors, on comprend qu'ils le fassent puisque leurs excédents commerciaux énormes, notamment à l'égard des États-Unis, mais à l'égard d'autres pays, ils les placent très souvent, pas seulement, mais très souvent aux États-Unis en dollars. Donc, évidemment, la valeur de la monnaie, pour eux, est importante. Si le dollar perd de sa valeur, ça veut dire que leurs excédents commerciaux perdent de leur valeur, en quelque sorte. Donc, ils sont intéressés. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont intéressés qu'ils disent des bêtises. Et donc, la question de la stabilité des monnaies devrait être très important pour les Européens, puisqu'ils ont justement fait cette expérience positive. Alors, ça peut passer d'abord par des accords entre les grandes zones monétaires, la zone dollar, la zone yen, la zone yuan, la zone euro, peut-être le franc suisse, enfin, je ne sais, si vous voulez.
Et à terme, effectivement, l'idée de partir d'instruments monétaires tels que les droits de tirage spéciaux, les DTS du FMI, pour aller vers une monnaie qui sont eux-mêmes commune, fondés sur un panier de devises. Qui sont fondés sur des paniers de devises. Donc, à terme, c'est une idée qui peut être retenue. En tout cas, essayons de voir comment on peut rétablir une certaine stabilité monétaire. Parce qu'une résistance, ce n'est pas que ça consacrerait le déclin du dollar américain comme monnaie de référence. Mais le problème, c'est que le déclin, le privilège du dollar est aussi une des sources des difficultés des États-Unis. Parce que comme ils, comment dirais-je, ils créent eux-mêmes leur monnaie nationale, ce qui est légitime, mais que cette monnaie nationale est aussi la principale monnaie de réserve et de change, du coup, ils se disent que, comme les excédents, par exemple chinois, vont venir sur leur marché, ils n'ont pas besoin de restaurer des disciplines qui leur permettraient soit de réduire leur déficit budgétaire, soit de restaurer un excédent commercial ou de limiter, par exemple, leur déficit commercial. Du coup, l'État américain s'endette, mais également les Américains s'endettent. Et d'ailleurs, on les a poussés à s'endetter, peut-être parce qu'ils n'avaient pas justement des salaires suffisants. C'est une autre question qui est posée à travers la crise. Et donc, les Américains, c'est sûr, ils n'ont pas très envie qu'on mette en cause le privilège du dollar, mais ils pourraient comprendre que eux-mêmes, le dollar, un dollar affaibli, est une source de préoccupation pour eux. Donc, je crois qu'il faut avancer sur cette question monétaire, de même que la deuxième cause d'instabilité, c'est le développement de ce qu'on appelle le marché des produits dérivés. L'augmentation est faramineuse depuis 20 ans. C'est une multiplication par près de 1400, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose, là, de totalement absurde. Ça veut dire que avant le prix de l'argent, les taux d'intérêt étaient relativement réglementés. Ils ont été totalement déréglementés. Et là aussi, la spéculation se saisit du prix de l'argent et de toute une série de secteurs, d'où les produits dérivés, parce qu'ils se raccrochent à quelque chose. Maintenant, on spécule sur le prix du gaz, sur le prix du pétrole, sur le prix des matières premières. Du maïs, du riz et tout ce qui s'ensuit. Maïs, oui, absolument. Éric, mon petit brûle de vous poser des questions. Je lui passe la parole. Je suis un peu long. Mais je vous en pose une dernière de mon côté. Parmi ces insuffisances, il y en a une qui, effectivement, on entend peu dans la bouche des responsables politiques et des économistes, et c'est celui que vous identifiez en disant ils n'ont pas parlé du partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des surplus que crée l'économie entre salaire et profit. Donc, la partie de la richesse créée est allée du côté des profits de façon démesurée ces dernières décennies et moins du côté des salaires. Et vous croyez qu'il faudrait s'attaquer à cette répartition et que c'est une des causes de la crise. Pourquoi? Pourquoi et comment? Bien, effectivement, pour assurer des revenus financiers énormes et parfois même colossaux, d'ailleurs, leur révélation, y compris en pleine crise, a provoqué souvent des scandales et la colère dans nos différents pays. Pour assurer des revenus colossaux à un certain nombre d'acteurs financiers, on a d'une part tendu à faire pression sur la masse salariale, donc à contenir les salaires, à mener une sorte d'austérité salariale qui a eu pour conséquence que les salariés qui représentent dans nos pays plus de 80% de la population active ont une insuffisance de pouvoir d'achat qui elle-même pèse sur la demande. Donc comme on ne leur accorde pas des salaires suffisants, on les pousse à s'endetter. Ça a été la politique de Bush, de l'administration Bush aux États-Unis, avec les conséquences que l'on sait, parce que comme c'était souvent s'endetter pour acheter un logement, la crise, comme par hasard, la crise économique et la crise financière a démarré par la crise des subprimes, c'est-à-dire de crédits hypothécaires destinés à l'achat des logements. Et pour assurer par ailleurs ces revenus colossaux, on a exigé des entreprises des taux de rentabilité absolument déraisonnables par rapport aux normes antérieures. On se contentait de 6 à 10 %. Ensuite, ça a été 12. Et maintenant, on est à 20 on était, plus. À 20 ou plus par année.
Oui. Alors, c'est Et énorme. donc les entreprises ne peuvent pas dégager la productivité du travail ou l'inventivité des cadres ne peut pas permettre de dégager des marges de profit de cette ampleur. Qui ne seront donc pas redistribués en salaire, puisqu'il faut les remettre aux D'une actionnaires. part, ils ne seront pas Voilà. distribués en salaire, et d'autre part, ça va conduire les entreprises à des visions de très court terme, de recherche de profit. Elles vont elles-mêmes placer une partie de leurs ressources sur des fonds, y compris des fonds spéculatifs, d'où des accidents graves, pas simplement d'institutions financières, mais d'entreprises elles-mêmes, si vous voulez. Et donc, tout ça opère un transfert de richesse du monde des salariés et de la production De l'économie vers réelle. l'économie réelle, vers le monde des acteurs financiers et vers la sphère Mais virtuelle. Comment revenir, puisque tout le système a été porté dans cette direction depuis un quart de siècle, comment revenir à une meilleure distribution? D'abord, si on supprime les paradis fiscaux, si on contrôle les fonds spéculatifs, si on restaure des normes comptables solides, où on ne prend pas en compte seulement le bilan, mais aussi le hors-bilan, si les autorités de régulation des bourses, des compagnies d'assurance, des marchés d'échange font leur travail correctement, si on régule en quelque sorte, c'est-à-dire si on restaure des règles dans le système, par là même, la possibilité d'accumuler ces capitaux dans les mains des acteurs financiers, elle est réduite. Surtout si par ailleurs les États prennent des décisions sur les rémunérations, ce qui est tout à fait possible. Donc il faut agir à l'évidence dans cette direction. Donc limiter d'une façon ou d'une autre les très très hauts salaires, il y a plusieurs propositions qui circulent, mais aussi, on le voit, le gouvernement Obama timidement pense d'augmenter la fiscalité sur les très hauts revenus pour pouvoir la redistribuer. C'était une voie qui semblait complètement fermée il y a 2 ans à peine. Croyez-vous que maintenant on peut s'y engager? Oui, la voie fiscale en est une, bien évidemment, et il y a aussi la voie de la politique salariale conduite par à la fois le secteur public, si vous voulez, et puis aussi dans les discussions et les négociations avec les entreprises privées, ce qui met en cause, bien sûr, le jeu et les négociations et les compromis entre les partenaires sociaux. En tout cas, les instruments ne sont pas toujours aisés, mais encore faut-il poser ce problème et voir la réalité de ce problème qui ne se situe pas simplement dans nos pays développés, mais qu'il faut aussi poser à l'échelle internationale, parce qu'il y a les différences entre les pays pauvres et les pays riches, entre les pays émergents et les pays pauvres. Nous parlons avec Lionel Jospin, l'ancien premier ministre français, qui nous a fait le plaisir de venir à Montréal ces jours-ci. Éric Monpetit, directeur scientifique du Cerium, à vous la parole. Merci. Je vous ramène brièvement sur la question des devises. Vous avez mentionné que l'idée chinoise de créer une devise mondiale méritait d'être étudiée et qu'à court terme, c'est une solution qui est possiblement difficile au plan politique. Vous avez mentionné qu'une chose qu'on pourrait faire à court terme, c'est une meilleure coordination au sein des grands blocs. Mais entre ces grands blocs, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de créer un mécanisme qui permettrait de réguler la variation des devises, un peu comme il en existait un à l'époque de Bretton Woods? Ou à l'époque du serpent économique européen, donc dans une marge où on essayait de mais pour le serpent monétaire, comme on disait, ça fonctionnait entre les membres de l'Union européenne, et c'est ce serpent, parce que ça fluctuait, mais à l'intérieur de limites, en plus ou en moins de la valeur de chaque monnaie, ça ne s'adressait qu'à qu'un pays membre de cette union monétaire, et ça a été d'ailleurs l'ancêtre, de l'euro, le précurseur de l'euro, d'une monnaie commune. Bretton Woods, c'était pas simplement entre les zones monétaires, c'était pour chacun des pays. Chaque pays devait défendre sa parité monétaire. Donc si le franc baissait par rapport au dollar, il fallait acheter des dollars, plutôt acheter des francs et vendre des dollars pour rétablir un équilibre. Et le Fonds monétaire était là d'ailleurs pour aider les pays qui avaient des difficultés conjoncturelles, on disait de balance de paiement, ou pour défendre leur monnaie. Quand on n'arrivait plus à la défendre, on dévaluait, ce qui était un problème. Donc, on peut passer par des dialogues entre les zones monétaires. Le problème, par exemple, du niveau
du yuan est une question qui est posée. Il n'y a pas simplement le problème de l'endettement américain ou des excédents commerciaux chinois. Il y a aussi le problème de la monnaie chinoise, parce que les Chinois disent ça, mais enfin, ils auraient des obligations sans doute à remplir. Mais il faut les prendre au mot et commencer à traiter ces problèmes. On pourrait effectivement rechercher une certaine stabilité des grandes zones monétaires. Et puis ensuite, avancer. Sinon, vers un retour à des parités fixes. En tout cas, on peut imaginer des systèmes, on appelait ça de crawling pegs, je crois, en anglais, avec des marges de variation limitées autour de la stabilité, pourquoi pas, un jour, aller vers une monnaie unique. Puisque nous sommes sur le sujet des devises, lorsque vous êtes devenu Premier ministre en 1997, l'un des premiers dossiers auxquels vous avez dû vous attaquer a été la mise en place de l'euro. Puis un des grands changements pour la France, sauf erreur, c'est que l'euro a changé le rapport que pouvait avoir le pouvoir politique avec la Banque centrale. La Banque centrale européenne a été beaucoup plus indépendante, disons, que la Banque de France. Selon vous, est-ce que ça a été une erreur de donner à la Banque centrale européenne autant d'indépendance, à la lumière de la crise actuelle? Je ne sais pas si c'était une erreur. Ce qui est sûr, c'est que c'était une nécessité. Parce que les Français, et en tout cas le président de l'époque, François Mitterrand, souhaitait la réalisation de l'euro. Les Allemands étaient un peu réticents parce qu'ils estimaient que le mark était une monnaie solide. Ils n'étaient pas sûrs que l'euro serait une monnaie aussi solide que le mark. Et donc ils hésitaient. Et une des contreparties pour convaincre les Allemands d'accepter la perspective de l'euro a été de les rassurer en leur disant « La Banque centrale européenne sera indépendante, donc elle ne sera pas obligée d'obéir aux instructions des gouvernements ayant fait l'euro. » Donc c'était une nécessité. Je ne pense pas que ce soit une erreur pour autant que la Banque centrale ne confonde pas indépendance et autisme, indépendance et susceptibilité. C'est-à-dire qu'il faut éviter que les chefs d'État ou de gouvernement fassent des proclamations en demandant à la Banque centrale de baisser le taux d'intérêt parce que ça la braque. Mais il faut en même temps que la Banque centrale européenne accepte de discuter avec les ministres de l'économie et des finances pour examiner quels sont les meilleurs choix. Ils ne sont pas obligés de le faire sur la place publique. Il y a des instances discrètes pour ça. Donc je pense qu'il faut une coopération entre les gouvernements chargés de la politique budgétaire et la Banque centrale chargée de la politique monétaire. D'ailleurs, face à la crise, c'est bien ce qui s'est produit. La Banque centrale et M. Trichet n'ont pas continué à clamer qu'ils étaient indépendants. Ils se sont rencontrés en catastrophe, non seulement avec les autres gouverneurs de Banque centrale, mais aussi avec les gouvernements, notamment européens, pour résister à la crise, et notamment pour injecter des liquidités. Comme ça a été le cas aux États-Unis aussi, entre absolument, mais de toute façon, aux États-Unis, c'est assez différent, parce que, bon, il y a une indépendance de la Fed, mais il y a aussi une habitude de dialogue et de concertation entre les autorités monétaires et le président et le ministre du Trésor. Le secrétaire au Trésor. Le secrétaire au Trésor, le ministre de l'économie et des finances américain, le secrétaire au Trésor. Donc, je pense que ça a été une bonne décision, mais qu'il faut que le dialogue soit mené, y compris dans les temps ordinaires, entre les ministres de l'économie et des finances et la Banque centrale et les autorités monétaires. Ce qui n'était pas forcément le cas avant la crise. À mon sens, pas assez. D'accord. Je crois en tout cas que ce qu'on peut dire 10 ans après la création de l'euro, c'est que l'euro a plutôt été une réussite. Et que, indiscutablement, le fait d'avoir une monnaie commune a préservé les 16 pays qui ont en commun l'euro d'une crise monétaire. Et donc ça a été un élément protecteur, autre que l'euro est maintenant une monnaie significative dans les échanges internationaux, et que ça pourrait permettre à l'Europe de nouer ce dialogue dont je parle avec les autres sur une réforme monétaire. Si le dialogue semble s'être établi entre la Banque centrale et les autorités budgétaires, l'autorité politique en Europe, il reste qu'il y a un certain nombre de difficultés de coordination entre les 27 États membres de l'Union européenne pour établir une stratégie de sortie de crise. Ce matin, lors d'une conférence, vous aviez évoqué
qu'une explication potentielle est la faiblesse de la Commission européenne. Oui, il y a d'abord une donnée qu'il faut quand même traiter parce qu'elle est de bon sens. C'est plus difficile de se mettre d'accord à 27 qu'à tout seul. Et donc, face à une crise, le président américain, il doit se préoccuper de ce que pense le Sénat, la Chambre des représentants, de ce que pensent les démocrates, quand il est démocrate, ce qui est le cas maintenant, mais aussi les républicains, et il doit se préoccuper de l'opinion publique américaine. Quand vous êtes à 27, vous devez vous préoccuper de trouver des conciliations entre ces 27 pays qui eux-mêmes sont confrontés à leur Parlement, à leur opinion publique, et qui ont des intérêts divergents. Donc, une union à 27 ne réagira jamais avec la même rapidité qu'un État national, si vous voulez. Bon. Ça, c'est une première donnée. La deuxième, c'est qu'effectivement, la coordination des politiques économiques n'est pas assez forte au sein de l'Union européenne. Les gouvernements français, d'ailleurs de gauche et de droite, ont toujours milité pour cette concertation des politiques économiques. C'est vrai que si on a une commission forte, proposante, avec une vraie vision de l'intérêt de l'Europe, et prête à dialoguer avec les gouvernements, on a plus de chances d'aller vite dans cette coordination. Juste une précision pour nos éditeurs qui ne sont pas européanistes. Donc, la Commission, c'est ce regroupement de gens désignés par les États pour gérer l'Europe, parfois des anciens politiques, pour gérer l'Europe, mais qui relèvent du regroupement des chefs d'État et de gouvernement qui, eux, forment le Conseil de l'Europe. Donc, la Commission est l'organe permanent de gestion de l'Europe, mais n'est pas l'organe du pouvoir politique de l'Europe. Elle est l'instance qui est censée incarner l'intérêt général de l'Europe. Elle est l'instance qui est censée incarner la fédération de nations que représente l'Union européenne, selon la formule de Delors. Et elle est aussi l'instance qui a le principal rôle de proposition et d'initiative en direction des gouvernements. Naturellement, les décisions politiques doivent être prises par les gouvernements et de plus en plus maintenant approuvées par le Parlement européen. On sait que la coordination au sein de l'Union européenne est difficile, au moins depuis l'élargissement à l'Europe de l'Est. On en parle depuis quelques années. Il doit y avoir une réforme des institutions pour faciliter en quelque sorte cette coordination. C'est particulièrement frappant, ce problème, en période de crise. Est-ce que, selon vous, le traité de Lisbonne, qui est une énième tentative de réformer les institutions européennes, serait susceptible d'améliorer un peu la situation, de faciliter cette coordination? On peut l'espérer. Il faut encore qu'il soit ratifié, puisqu'il ne l'est pas encore aujourd'hui. Ça ne va pas changer fondamentalement le dispositif institutionnel de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne, pas plus que le traité dit constitutionnel ou le traité de Maastricht. Ce sont simplement des évolutions. À partir du moment où ça permettrait d'avoir un président de l'Europe, à partir du moment où ça augmente les pouvoirs du Parlement, c'est des évolutions qui sont plutôt positives. Mais je crois que le problème de l'Europe aujourd'hui est moins un problème institutionnel qu'un problème, je dirais, d'identité, un problème de conviction commune et un problème d'une Europe qui doit se rassembler autour de grands projets, de politiques communes qui parlent au peuple, si vous voulez. Une des questions majeures de l'Europe aujourd'hui, au-delà des questions institutionnelles, c'est le risque d'un certain divorce entre les élites supposées éclairées, les gouvernements, les institutions européennes et les peuples. Et on voit bien que ce scepticisme à l'égard de l'Europe a tendu à se répandre dans un certain nombre de pays, y compris dans le mien, la France, au cours des dernières années. Jospin, le temps file et je voudrais aborder une dernière question avec vous avant de terminer, qui est une des mesures phares de votre gouvernement et dont les Québécois ne savent pas trop quoi penser, les 35 heures. Alors, ça a été d'ailleurs un peu au cœur de la dernière campagne présidentielle avec le candidat Sarkozy disant que ça allait contre la valeur travail, travailler plus pour gagner plus, disait-il. Le Parti socialiste, Martine Aubry, qui est maintenant aux affaires, qui était votre ministre, qui a instauré cette réforme, disant au contraire, ça a permis de créer de la richesse lorsque nous l'avons fait.
Alors, je vous pose la question, quel bilan tirez-vous des 35 heures et que répondez-vous à ceux qui ont dit, certains au Québec aussi, que les 35 heures ont été un frein à la croissance en France? D'abord, empiriquement, c'est faux. Puisque pendant la période où j'ai été au gouvernement, 97-2002, la France a eu un taux de croissance de 1% supérieur à la moyenne européenne, et un taux de croissance assez vigoureux, en moyenne de 3% ou 3-5% sur la période, et qu'avant, nous avions un taux de croissance inférieur à la croissance européenne, et depuis, nous avons un taux de croissance également inférieur à la croissance européenne. Donc, avant et après les 35 heures, moins de croissance que pendant. Exactement. Deuxième élément, dans les années où nous avons instauré les 35 heures, on a créé en 5 ans 2 millions d'emplois en France. C'est le record historique dans l'histoire économique de la France sur une période de 5 ans. Donc les 35 heures n'ont pas été un handicap à la création d'emplois. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des gains de productivité. Ensuite parce qu'on ne s'est pas contenté de faire les 35 heures. On a mené une politique économique assez réussie, dont le mérite revient en partie à Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui directeur général du FMI, mais qui a été la politique du gouvernement que je conduisais, et on a fait un pilotage économique qui était plutôt réussi, et donc on a eu de la croissance. Et une bonne partie de ces 2 millions d'emplois créés en 5 ans n'ont pas été créés par les 35 heures, par le partage du travail, mais ont été créés par la croissance. On attribue, selon les économistes, entre 500 et 700 000 emplois spécifiquement aux mesures de 35 heures. C'est pas négligeable, mais ça veut dire que c'est moins de la moitié des emplois créés. Donc, je pense que... Lionel Jospin, concrètement, juste poser une question très concrète. Oui, mais attendez. Qu'est-ce qui se passe après 35 heures? Vous êtes salarié français. Après 35 heures de travail, devez-vous rentrer à la maison, que vous le vouliez ou pas? Non, parce que c'est pas du tout une obligation. C'est un peu comme l'âge de la retraite. Vous n'êtes pas obligé de partir à partir d'un certain âge. 60 ans, c'était une conquête en France. Mais à partir de 60 ans, vous pouvez prendre votre retraite. Si vous voulez travailler que 35 heures, vous voulez travailler 35 heures. Si vous voulez travailler plus, si le carnet de commandes de l'entreprise est fort, qu'on vous propose de rester, travailler davantage, que vous en avez besoin vous-même, c'est un choix individuel, eh bien, vous faites des heures supplémentaires. Jusqu'à un certain seuil, vous avez quand même eu un plafond. Absolument, mais il n'a jamais été atteint. Voilà, il n'a été jamais atteint sous notre gouvernement, et il n'a jamais été atteint depuis. Donc, le plafond actuel des heures supplémentaires permet très bien de faire les 35 heures et de payer des heures supplémentaires. Si bien que pour faire une réplique au slogan du gouvernement et du président Sarkozy, pendant la période où nous étions aux responsabilités, tous les Français travaillaient davantage, c'est-à-dire le nombre d'heures ouvrées, le nombre d'heures travaillées a atteint à cette époque un record historique, mais beaucoup de Français travaillaient moins. Donc le gain était collectif. Et par choix. En fait, c'est la liberté du salarié de travailler ou non au-delà des 35 heures qui lui était donnée, plutôt que donner au patron la capacité d'obliger le salarié de travailler entre 35 et 40. Finalement, c'est un bascule de la liberté de choix. Écoutez, on pourrait vous garder encore 2 heures, M. Jospin. Le temps est presque écoulé. Et comme vous le savez, à cette émission, nous avons une tradition de laisser à l'invité le choix de la plage musicale qui suit l'entrevue. Qu'avez-vous choisi pour nous et pourquoi? Ouais, je ne voudrais pas choisir une chanson uniquement parce que je suis au Québec. Je ne voudrais pas choisir cette chanson uniquement parce que l'année dernière, au mois de juin, j'ai eu le privilège de remonter le Saint-Laurent de Gaspé à Québec à l'occasion du 400e anniversaire de la création de la ville de Québec. Qu'à cette occasion, je me suis glissé avec quelques amis marins dans l'île d'Orléans et j'ai été voir le musée dédié à Félix Leclerc. Enfin, toutes ces raisons, le fait qu'il a bercé aussi ma jeunesse de ses chansons, de son timbre de voix si particulier, à la fois chaleureux et presque fêlé aussi, où on sent à la fois le bonheur et une forme d'angoisse ou de compassion pour les êtres. C'est un homme, un chanteur, un artiste qui m'a marqué, qui m'a accompagné. Alors comme... à travers ma vie, j'ai beaucoup voyagé.
comme même encore actuellement pour le retraité que je suis, je voyage quand on m'invite, comme l'Université de Montréal et le Cerium, que je veux remercier à nouveau. Eh bien, j'ai choisi, enfin, je ne sais pas quel est le titre, pour nous, c'est « Moi, mes souliers ». J'ai beaucoup voyagé. Et donc, c'est ça que je vous suggère de nous faire, ou de vous nous faire entendre, oui, une fois encore. Éric Monpetit, directeur scientifique du Cerium, merci d'avoir participé à cette entrevue. Merci. Lionel Jospin, un grand merci d'avoir été avec nous. Et nous réécoutons avec bonheur, grâce à vous, Félix Leclerc, interprété « Moi, mes souliers ». Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Nous vous invitons à venir sur le site cerium.ca pour avoir des informations sur les livres dont on vous a parlé, les choix musicaux de nos invités, pour voir aussi quelles seront les conférences au Cerium la semaine prochaine, et aussi pour voir le détail de nos écoles d'été. Alors, elles sont maintenant lancées les 2 premières semaines de juillet qui vient, pendant 6 jours pour chacune de ces écoles. Les gens qui sont intéressés aux affaires internationales, c'est-à-dire vous, les auditeurs de Planète Terre, est invité à venir vous inscrire. De quoi parlera-t-on cette année? Mais il y a 8 écoles différentes qui vous sont proposées sur ces 2 semaines. Je vous les nomme rapidement. La présidence d'Obama, l'an 1. L'Inde, surprenante modernité. La Chine éveillée, comment elle change et nous change. Terrorisme, le comprendre pour le prévenir. La biodiversité, un état de situation. Le droit international des changements climatiques. Les opérations de paix, comment réaliser la paix. Et finalement, pluralisme et radicalisation dans le monde arabe. Alors, dans chaque cas, une dizaine de conférenciers vous font comprendre les différentes facettes de chacun de ces sujets pendant 6 jours, donc du lundi au samedi. Vous pouvez vous y inscrire comme auditeur libre, écouter, faire les lectures. Et si vous travaillez pour une entreprise qui doit vous donner de la formation, c'est bien sûr admissible au crédit de formation. Merci à l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Charlène Ricard, et à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.